Édition hockey du podcast Bulletin sportif, encore une fois. Pour vous, un gros show où est-ce qu'on fait le tour du hockey collégial masculin, du hockey collégial féminin, ainsi que du hockey universitaire féminin qui amorçait sa saison cette semaine. Donc, on va en parler avec Léa McIntyre. On parle évidemment du hockey collégial féminin avec elle. Vous remarquerez dans ce segment que mon image reste gelée tout le long, mais vous entendez évidemment ma magnifique voix, donc il n'y a pas de problème. Et Léa fonctionne normalement dans cette chronique. Petit glitch technique, pas un problème. On vous fournit quand même du contenu de bonne qualité. N'ayez pas peur, malgré tout. Et côté hockey collégial masculin, on fait encore une fois le tour avec Denzel Carigueya et Tristan Mac. Avant de passer à eux, je vous donne quand même quelques informations au niveau du hockey collégial masculin dans la conférence ontarienne où évoluent les Patriotes de l'UQTR, les Stingers de Concordia et les Redbirds de McGill. Concordia continue sa belle lancée, 4 victoires, aucune défaite depuis le début de la saison. 2 victoires en fin de semaine, 5-2, 4-0 contre Ontario Tech et York. UQTR, après un début de saison un peu chaotique, 2 défaites, mais on s'est fortement repris aussi contre Ontario Tech et York. Contre Ontario Tech, une victoire de 4-1, 43 arrêts pour Alexis Gravel dans cette victoire et 8-2 contre York. Belle victoire, donc, ce qui fait en sorte que les Patriotes de l'UQTR sont maintenant à une fiche de 500. Du côté de McGill, défaite en prolongation contre Ontario Tech. Malheureusement, on a vu les adversaires inscrire un but à 4 secondes de la fin du match en troisième période avant d'aller gagner le match en prolongation. Donc, une deuxième défaite consécutive pour les Redbirds en début de saison. Et voilà, c'est ce qui fait le tour du hockey universitaire masculin. Pour le reste, ça se passe dans les prochaines minutes. Restez-y et surtout, merci d'être là avec nous. Bon show. Hockey féminin avec Léa McIntyre. Salut Léa. Salut. Ça va bien? Ça va, merci, toi? Yes. Grosse fin de semaine parce que grosse fin de semaine, en fait, ça a commencé jeudi passé parce que le hockey universitaire aussi a amorcé sa saison. Hockey collégial est bien amorcé, mais là, le hockey universitaire vient d'embarquer et on va en parler parce que on a eu déjà 3 matchs. Les équipes ont été impliquées. Jeudi, victoire des Stingers 4-1 contre McGill. Ensuite, vendredi, on a eu les Carabins qui ont gagné 4-1 contre Ottawa et les Gators qui se sont payés un petit festival offensif, 7 buts, 7-4 contre les Ravens de Carleton. Tes impressions de ce début de saison pour les 3 équipes, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier. Sinon, on peut parler de chacun des matchs. Ce qui a retenu mon attention là, depuis le début de la saison, on en parle, toi puis moi, c'est les recrues au niveau universitaire d'Émilie Lucie et Gabrielle Santerre. Les deux ont ramassé 2 points dans leurs matchs respectifs. Gabrielle a bu une passe, Émilie 2 passes. Donc, Émilie, j'ai même 3 passes là, dans le. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a, une erreur, il y a même 3 passes. 3 passes. Donc, tu sais, ils partent leur saison en force. On s'attendait à ça. Puis ils livrent la performance jusqu'à maintenant. Sinon, les Carabins, grosse performance de leur défensive. 3 buts des défenseurs avec quelques autres passes dans ça. Donc, on en avait parlé, toi puis moi, la semaine passée, qu'il y avait une bonne défensive. Puis, ils nous l'ont prouvé avec leur premier match contre les GGs. Exact. Puis, j'ai trouvé vraiment, écoute, en partant évidemment, Émilie Lucier, ses 3 passes, le trio qu'elle va faire, notamment avec Émilie Lavoie, je pense que ça va être intéressant parce qu'on en a parlé la semaine dernière de la profondeur de cette formation-là. Rosalie Bégincir n'était même pas du match. Donc, les Stingers qui, en partant, montrent vraiment toute leur qualité parce que c'est un match où, essentiellement, elles ont eu le contrôle. Elles ont eu le contrôle pas mal toute la partie. Oui, il n'y a rien de surprenant là. C'est une belle victoire contre McGill, 4-1. On s'attendait tous à ce que
les Stingers aient une bonne saison. McGill, on en a parlé aussi, là, ils recommencent leur cycle au niveau de la reconstruction. Donc, tu sais, il n'y a aucun match qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris, c'est plus le 7-4 de Bishop contre Carleton. C'est marqué vraiment beaucoup de buts pour les deux équipes. Mais sinon, les logiques ont été respectées selon moi, là. Justement, les Gators, on le sait qu'elles risquent d'être fortes cette année. Est-ce que c'est juste parce que la défense a besoin de se placer? Parce qu'ils ont accordé beaucoup de tirs. C'est pas juste une question d'accorder 4 buts, mais ils ont accordé au-dessus de 30 tirs. Il y a quand même, il y a quand même là peut-être quelque chose à voir. Parce que, évidemment, là, quand on va affronter les Stingers ou les Carabins, ben, il va falloir que ce soit un peu plus resserré si on veut avoir une chance, malgré qu'on a une force de frappe. Je parlais du trio qu'Émilie Lucier allait avoir et la profondeur des Stingers, mais chez Bishops, là, Santerre avec Turcotte et Vigneault Sargent, là, ça peut frapper fort. Et souvent, d'ailleurs, ils l'ont fait dans ce match-là, mais je pense que c'est vraiment un trio qui peut faire du dommage cette année. Ouais, c'est. Tu sais, Bishop, c'est encore une nouvelle équipe, là, c'est juste leur 3e année. Donc, Ouais. tu sais, moi, je considère ça comme une jeune équipe. Je pense qu'ils vont se replacer. Mais ils ont été indisciplinés pas mal, là. Je pense Oui, qu'ils ont 9 bien sûr. pénalités dans leur match. Donc, c'est sûr que ça fait une différence en bout de ligne, là. Donc, tu sais, ils ont accordé un but quand que eux avaient des punitions. Donc, tu sais, déjà, là, ça fait une différence. Quand tu es autant puni, c'est sûr que tu permets à l'autre équipe d'avoir plus de scoring chance. Puis en bout de ligne, tu sais, sur les 30 lancés qu'ils ont accordés, je serais curieuse de voir combien il y en a qui ont été accordés pendant ces unités spéciales-là. À suivre de ce côté-là. Les Carabins, mais tu l'as dit, grosse performance défensive. On a accordé seulement 18 tirs. Au Brassine, comme toujours, très efficace, très solide. Mais Maïka Sarrazin aussi a quand même, parce qu'il y a un but dans un filet désert dans tout ça, de celui de Jade Picard, mais quand même, Maïka Sarrazin, on sait, c'est une bonne gardienne pour Ottawa. A fait quand même du bon travail là, sur les 30 tirs qu'elle a reçus. Donc, tu sais, Ottawa peut-être, je ne sais pas si tu les vois comme l'équipe numéro 4 cette année dans cette ligue-là, mais tu sais, Ottawa, quand même, n'a pas nécessairement joué un mauvais match. C'est juste qu'on se retrouvait contre une grosse machine défensive. Puis là, ça devient difficile de pénétrer cette équipe-là des Carabins. Je les vois pas comme numéro 4. Je pense qu'il va y avoir une belle bataille entre peut-être Bishop et Ottawa pour savoir qui est numéro 3 OK. et numéro 4. Les GGs ont la chance d'avoir Florence Lessard qui est sur leur équipe cette année. Florence a joué les dernières saisons en NCAA avec Clarkson, les Golden Knights de Clarkson. Donc, c'est une belle addition pour eux. Moi, c'est une joueuse contre qui j'ai joué. Puis j'ai toujours trouvé que c'était ultra difficile de jouer contre elle parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent et elle est très rapide. Donc, c'est à force de s'habituer, c'est quand même un gros morceau, puis c'est une fille avec beaucoup d'expérience qui rentre avec eux. Donc, moi, je suis sûre que ça va être bénéfique pour leur équipe. Puis j'ai vraiment hâte de suivre les matchs Ottawa-Bishop pour justement voir comment ça va se passer et voir qui va être capable de prendre le spot numéro 3. Puis ces équipes-là, selon moi, sont vraiment pas loin des Carabins et des Stingers. Là. Donc, on peut avoir des surprises. Puis ça va vraiment être une saison intéressante, selon moi, dans l'universitaire. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun match qui est gagné d'avance et qui peut avoir des upsets à tous les matchs si on regarde les alignements de chaque équipe. Donc, non, j'ai hâte de suivre ça. En effet, ben regarde, c'est parti, comme tu disais tantôt, la logique était respectée pour commencer, mais on a le temps en masse de voir des surprises, puis surtout des tendances s'établir, à savoir qui va prendre le haut du pavé pendant l'année. Hockey collégial, on va saluer la belle victoire de 3-0 que les Blues ont obtenue face à Saint-Laurent. Solide victoire, sérieusement. Ce que j'ai pu en voir, j'ai malheureusement pas pu revoir parce qu'après ça, pour X raisons, des fois, on n'est pas capable de revoir les matchs après. Mais ce que j'ai pu en voir, ben, un match solide de votre part, là, j'ai eu l'impression de voir une équipe, le temps que je l'ai vu, en contrôle de sa situation, en vraiment
un bon match là, de votre côté, mais à toi de me dire si ça s'est passé tout le long de la partie ou juste le segment que j'ai vu. Non, ça a été vraiment 2 bonnes périodes. La deuxième et la troisième période a vraiment été bonne pour nous. On a imposé notre trip. En première période, je trouvais on dirait qu'on avait un petit peu de rouille, un petit peu endormi. On n'était pas fidèle à notre identité dans cette période-là. On leur donnait beaucoup d'espace. On dirait on n'était pas prête pour ce match-là. Mais ça s'est vraiment replacé par la suite. Puis après ça, là, ça a été une domination pour nous jusqu'à la fin du match. Mais bravo à Saint-Laurent, là, ils ont vraiment, vraiment quand même bien joué. En début de match, là, ils nous ont quand même surpris. Ils jouaient serré en zone neutre. Ils ne donnaient pas grand-chose. C'est sûr que nous, on jouait pas très bien non plus. Donc, on se donnait pas l'opportunité de créer des jeux en première. Mais non, ça a été un bon match, ça fait du bien. On rentre dans un stretch de la saison qui va être plus difficile. On joue John Abbott et Limoilou. John Abbott 2 fois, Limoilou 1 fois. Donc, de commencer cette séquence-là avec une victoire, là, ça fait du bien pour le moral. Puis c'est encourageant pour la semaine de préparation avant notre gros match contre nos rivaux, les Highlanders. Les Highlanders, parlons-en d'ailleurs, qui ont échappé à un premier match cette saison à prolongation contre Champlain-Lennoxville. Elle menait le match, semblait en bonne position, mais Champlain-Lennox a continué de mettre de la pression. Mais je dis mettre de la pression. En fait, c'est un match qui semblait un peu décousu. On dirait qu'il y avait beaucoup d'allers-retours. À la fin, c'est qui allait réussir à marquer le dernier but. Mais finalement, Catherine Proulx qui marque le but égalisateur en fin de partie, puis Daphné Boutin qui s'en va inscrire le but de la victoire en prolongation. Une belle victoire, mais comme je disais, il y a eu des éléments où c'était décousu, c'était le fun, c'était spectaculaire à suivre. Là. Moi, en tant que fan qui regarde ça de loin, correct, ça patinait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait du patin à masse. C'était assez robuste quand même aussi, dans le sens où les batailles pour les rondelles se faisaient. Là. Personne n'avait peur d'entrer dans un coin de patinoire. Je trouvais qu'il y avait une belle compétition qui se faisait là. Bon, effectivement, peut-être que pour les coachs, c'est moins... il y a peut-être des cheveux en moins parce qu'évidemment, on a vu des failles en défensive d'un côté et de l'autre, je dirais. Mais à la fin, là, une victoire de 6-5 pour Champlain-Lennox qui a un solide début de saison. Oui. On en a parlé, ça aussi, les dernières semaines. Champlain-Lennoxville qui avait accordé aucun but à la maison. Là, ça a rapidement été cassé parce que John Abbott a marqué rapidement au début du match. C'était une équipe qui était peu indisciplinée. Là. Ils prenaient vraiment pas beaucoup de punitions. Puis là, ça a explosé dans ce match-là. Là. Les deux équipes, je pense qu'il y a 30 minutes de punition qui ont été données. Je pense à une séquence où John Abbott a eu un 6 minutes. Lennoxville va prendre une punition pendant ces 6 minutes-là. Donc, c'était décousu. Il n'y avait pas, on dirait qu'il n'y avait pas de rythme. Puis pour les joueurs, c'est difficile aussi de justement prendre un rythme quand tu es tout le temps en punition d'un côté ou de l'autre. Tes joueurs qui jouent sur les unités spéciaux ont un petit peu plus de glace, les autres un peu moins. Donc, c'est pas facile ce genre de match-là. Mais on a vu que les unités spéciaux des deux équipes ont fait le travail. En fin de match, là, le but de Catherine à quelques secondes de la fin, on dirait que je le sentais que ça s'en venait. Élie Lacombe a pris la rondelle, s'en allait marquer dans le filet désert. Il y a eu un contact avec une joueuse de Lennoxville. Est-ce qu'il aurait pu avoir une punition sur ça? Peut-être. Finalement, ça se retourne contre Élie Lacombe quelques secondes après, qui, elle, prend une punition. Puis là, un 6 contre 4 en fin de match comme ça pour Lennoxville. Il était écrit dans celle qui allait marquer là, pour égaliser le match. Puis après ça, en prolongation, c'est deux équipes qui sont rapides, qui bougent bien la rondelle. Donc, à 3 contre 3, il y a beaucoup de place sur la glace. C'était beau à voir. Là. Il y avait des opportunités d'un côté et de l'autre. Là. Puis, tu l'as dit, dans le fond, l'indiscipline a fini par coûter parce que les 2 buts de Catherine Proulx en troisième période, c'est 2 buts en avantage numérique. Puis c'est ce qui a permis à Champlain de revenir et puis de finalement aller gagner ce match-là. Un match où il n'y a pas nécessairement eu tant de tirs, 26-24,
Donc, on pourrait, bon, peut-être qu'il y a certains buts que les gardiennes auraient peut-être aimé revoir, comme le dit la fameuse expression. Mais bon, Jade, la chance Blouin, est allé faire un arrêt ou deux en fin de partie qui a permis de sauver les meubles, garder l'équipe dans le match puis leur donner la victoire. Mais de l'autre côté, John Abbott, franchement, le trio de Le Scodan avec Barbirati et d'Alessandro, franchement, là, quand ce trio-là, on les laisse se promener sa patinoire, wow, quel spectacle quand même parce qu'elles sont dominantes. Ah, ils sont incroyables. Ce trio-là, ce qui m'impressionne le plus, c'est que chacune des joueuses est capable de créer de la place pour les autres joueuses du trio. Donc, je pense à Sienna d'Alessandro qui est tellement imposante sur la glace, qui est tellement puissante. À chaque fois qu'elle a la rondelle, elle crée tellement de place pour les deux autres filles du trio que la rondelle bouge. J'ai une séquence en tête. Là, moi, j'étais au match de Lennoxville contre John Abbott, puis j'ai une séquence en tête où tout le monde dans les estrades s'est regardé parce que Sienna venait de déjouer dans les patins 2-3 filles de Lennoxville de suite. C'était vraiment, ils sont vraiment dominantes, puis on dirait qu'il y a personne qui est capable de les arrêter. J'ai hâte de voir quand ils vont jouer contre Limoilou, vraiment une équipe qui est équilibrée du premier au quatrième trio, pour voir comment ils vont être capables de les arrêter, parce que contre n'importe qui joue, ces filles-là ramassent des points comme ça se peut pas. Puis je suis vraiment curieuse de voir à la fin de la saison si les deux Françaises vont avoir été plus productives avec Sienna ou avec Émilie Lucier l'année passée. Parce que ça ramasse des points, c'est incroyable. Effectivement, puis c'est ça vaut la peine, là, ceux qui veulent voir des matchs. Là, John Abbott, c'est juste regarder ce trio-là évoluer, là, franchement, ça joue à haut niveau. Les autres matchs, on a quand même eu une victoire des Lynx, enfin. Une victoire des Lynx en tir de barrage contre André Laurando. D'ailleurs, André Laurando a perdu ses 2 matchs en fin de semaine, ce qui resserre un peu le classement, ce qui est bon pour Dawson, dans le fond. Mais c'est ça, deux défaites, dont une, c'est ça, en tir de barrage contre les Lynx. Les Lynx avaient perdu 8-0 quand même contre les Titans vendredi. Le lendemain, se reprennent, puis j'imagine qu'il y avait quelque chose là où dans le sens où on avait besoin de resserrer des choses, puis des fois, se faire planter, ça, comment je pourrais dire, ça replace les choses, ça brasse les affaires. Je ne sais pas si ça a fait une différence dans la performance d'Édouard Montpetit dans ce match-là, mais je les ai sentis vraiment plus solides. Peut-être que c'est plus facile de l'être parce que contre les Limoilou, donc, c'est une qualité d'équipe qui peut faire mal paraître assez rapidement, là. Mais je trouve qu'elles se sont bien reprises là, quand même le lendemain. Oui, mention spéciale aux gardiennes de but de ce match-là. Là, je pense que ça s'est rendu jusqu'à 9 joueuses en filiale. Fait que ça veut dire qu'ils ont quand même fait des bons travail. C'est pas facile pour un gardien de but, le tir de barrage. Mais c'est sûr que ça va être une petite tape dans le dos pour les Lynx. Puis, tu sais, ils sont sur une belle séquence là, avec leur performance contre John Abbott il y a quelques semaines. Là, on va chercher 2 gros points contre André Laurando. Je pense qu'ils bâtissent quelque chose d'intéressant, les Lynx. C'est une équipe que j'aime suivre, que j'aime voir aller. Je trouve qu'ils progressent bien. Donc, c'est sûr que ça va faire du bien. Puis pour André Laurando, c'est sûr que les 2 défaites ce week-end, ça fait mal, ça resserre le classement. Par contre, ils ont été chercher un point contre les Lynx. Donc ça, en bout de ligne, ça va peut-être faire une différence rendue à la fin. Mais c'est sûr qu'eux, ils le voient comme ils ont perdu 2 points et non, ils ont été en chercher un parce que les matchs contre les équipes plus bas dans le classement, c'est tous des matchs qu'il faut absolument gagner. Donc, ils vont se replacer cette semaine, puis ils devraient bâtir sur cette performance-là pour revenir plus fort, là. Je parlais évidemment de la victoire de Limoilou 8-0. Il faut mentionner Héloïse Caron depuis 3 matchs, 9 points. Elle est partie, elle est en feu. Si on parle du gros trio à John Abbott, ben Héloïse Caron à Limoilou, là, franchement, du gros hockey dernièrement. Puis c'est clairement une des joueuses importantes là, dans la formation là-bas. Oui, mais si on regarde le classement des joueuses dans le collégial, il y a les 3 joueuses de John Abbott. Puis après ça, avec 10 points chaque, on a
Sandrine Chouinard et Eloïse Caron. Donc, ces deux-là sont vraiment performantes avec Limoilou. Eloïse, ça fait longtemps qu'on sait que c'est une joueuse qui est dominante. Quand elle était au hockey mineur, c'est une des meilleures joueuses dans le circuit. L'année passée, une très bonne saison comme saison recrue. C'est une joueuse qui a été sur les programmes de l'équipe nationale, moins de 18 ans. Donc, c'est vraiment une bonne joueuse. C'est une joueuse qui est difficile à jouer contre. Elle est forte physiquement. Elle aime ça jouer robuste par moment aussi. Donc, c'est le fun de voir qu'elle réussit. C'est sûr qu'il va falloir que les équipes s'ajustent. Sauf que le problème avec Limoilou, c'est que si l'équipe s'ajuste à Héloïse, ben il y a les 3 autres trios qui peuvent faire très mal aussi. Hein? Donc, c'est tout le temps les petites stratégies de comment les équipes décident d'approcher ce match-là. Puis, je l'ai dit plus tôt, mais j'ai hâte de voir Limoilou, John Abbott. Je ne sais pas c'est quand le prochain match entre ces deux Ben, en fait, équipes-là. c'est en fin de semaine prochaine parce que Limoilou affronte John Abbott vendredi. Puis samedi, tout de suite après, Limoilou va recevoir Champlain-Lennoxville. Donc, une grosse fin de semaine là, pour les Titans, justement, où est-ce qu'on va affronter nos deux principales rivales là, pour le classement. Exact. En début de saison, là, John Abbott avait joué, n'a toujours pas joué. Limoilou, là, ils ont joué Lennoxville hier. Même chose, Lennoxville, ils ont joué Limoilou en pré-saison. Ils ont joué un match à Limoilou, ils ont gagné. Mais là, c'est le fun de voir que ces équipes-là vont jouer un contre l'autre. Ça va vraiment donner une meilleure idée de comment ça se passe en haut du classement. Là. Parce que, John Abbott, oui, a ramassé plein de points, mais il n'avait pas joué Lennoxville, puis il n'avait pas joué Limoilou. Ça fait une grosse différence aussi, là. Non, absolument. Puis c'est ça, là, tu sais, c'est veut pas, peu importe quelle ligue on suit, les équipes de haut classement, on a hâte de les voir s'affronter. Fait que là, c'est la fin de semaine pour voir ça. On n'a rien en ce moment, comme tu dis, vraiment pour se mettre sous la dent quelque part pour préanalyser tout ça, à part évidemment de surveiller les meilleures joueuses puis les gardiennes qui vont être là, mais il y en a en quantité industrielle dans toutes ces équipes-là, fait que ça va être intéressant. Fait que vendredi soir, 20h30 à John Abbott, Limoilou qui va être là, et samedi, 14h30, c'est à Limoilou, Champlain-Lennoxville, vraiment deux rendez-vous à pas manquer. Pour Dawson, vous jouez un match, vous autres, c'est contre John Abbott samedi. Donc, évidemment, des rivales de toujours, une grosse équipe. On se prépare comment quand on sait justement qu'on s'en va affronter un trio aussi dominant? Tu vas me dire que l'année passée, ce trio-là, il y avait le gros trio aussi où est-ce que c'était pas Sienna D'Alessandro, c'était Émilie Lucier. J'imagine qu'il y a une approche qui se ressemble, veut pas, même si c'est pas parfaitement le même type de joueuse, il reste que d'avoir un trio si puissant à affronter. Comment on s'y prend, comment on aborde ça, puis surtout même mentalement, pour dire aux joueuses de l'équipe comment se préparer au-delà des X et des O, là, comment entrevoir ça, parce qu'on le sait qu'il va y avoir à quelque part un ouragan, façon de parler, ça va arriver en force, ça va arriver vite, puis comment on se prépare à ça? Bien, la dernière fois qu'on a joué contre John Abbott, on a perdu 3-2. Ça a été vraiment un bon match. De notre côté, on était contents, on n'était pas satisfaits. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner contre eux. Puis comme tu as dit, c'est nos rivaux depuis toujours. C'est les deux écoles anglophones de la région de Montréal. C'est des joueuses qui, auparavant, jouaient dans les mêmes équipes. Là, ils jouent dans des équipes séparées. La motivation, ça, on n'a pas à aller, nous, comme entraîneurs, on n'a pas à essayer de motiver nos joueuses. Elle est déjà là. Donc, on le sait qu'en partant, nos joueurs vont se présenter, puis la motivation, ils vont l'avoir. Fait que là, après ça va être à nous de préparer les joueuses, de regarder les vidéos. Là, ils ont joué un match contre Lennoxville hier. On va regarder ce match-là. On va regarder les matchs auparavant. On va s'ajuster. On va regarder le match qu'on a joué contre eux. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Puis on va vraiment se baser là-dessus pour essayer de compétitionner. On joue à la maison. Donc, c'est sûr que c'est un avantage pour nous au niveau de mettre nos joueuses contre le gros trio. De l'autre côté, on le sait qu'ils sont dangereuses. On sait que faut absolument rien leur donner parce qu'ils vont tout prendre. Donc, tu sais, on va travailler sur ça. On regarde des vidéos en masse. On a 4 pratiques cette semaine. On va s'assurer que le plan de match soit compris par tous.
pour être prête au maximum quand la rondelle va tomber sur la glace samedi soir. Et qui sera dans les buts? Honnêtement, je sais même pas. Je sais pas, je suis jamais dans ces discussions-là, mais peu importe les 3 goalers, je suis confiante. Donc, tu sais, Jean a eu la performance de feu contre John Abbott. Contre Limoilou, c'était Camille. L'année passée, quand on a gagné contre John Abbott, c'était Noémie qui était dans les filets. Donc, j'imagine que la décision va être parlée aujourd'hui ou demain pour essayer de préparer le plus la gardienne de but, mais j'aimerais ça vous donner une réponse, mais j'en ai aucune idée. On suivra ça. On sera obligé de regarder le match pour savoir ce qu'il y en est. Je te laisse. Dernière chose, Patriotes contre les Lynx mercredi. Une occasion pour les Patriotes d'aller probablement chercher une première victoire. Une équipe probablement un peu plus à notre portée. Tu l'as dit, les Patriotes ont bien amorcé le match contre vous. Donc, elles sont capables d'offrir une opposition de qualité. Là, maintenant, reste à voir si on va être capable de concrétiser parce que pour n'importe quelle équipe, aller chercher enfin une première victoire, là, ça devient important à un moment donné pour l'état des choses, l'état d'esprit de tout le monde. Oui, enfin d'aller chercher une première victoire, ça leur ferait du bien, mais ça leur permet surtout de rester dans la course. Au niveau du classement, là, Saint-Laurent a 0 points, et donc Montpetit en a 4. Donc, d'aller chercher ce match-là, ça les amène à 2. Sinon, ils tombent 6 points derrière Edon Montpetit. Donc, c'est vraiment un match important pour eux. Je pense que Saint-Laurent se place tranquillement. Là, ils ont quand même une bonne... Ils n'ont pas lancé au filet, mais ils sont bien défendus contre John Abbott vendredi soir. Oui, c'était 6 tirs, malheureusement, 41-6 les tirs dans ce match-là. Oui, exactement. Ils n'ont pas eu de lancer au filet, mais ils ont juste perdu 3-0. Donc, ils sont bien défendus. Après ça, contre nous, ils ont été chercher une bonne première période. Donc, je pense qu'ils sont rendus là. Ils sont rendus à essayer de gagner le match, d'aller chercher des points. Ça va leur faire du bien. Ils ont quelques blessés, les autres aussi, là. Donc, ils jouent avec un line-up un peu plus court. Donc, s'ils peuvent aller chercher ces points-là, ça pourrait leur faire du bien, là. Good. Ben écoute, on va leur souhaiter, comme on va souhaiter à tout le monde de jouer les meilleurs matchs possibles sans se blesser, puis surtout nous offrir un bon spectacle. Comme on le dit, il y a des bons matchs en fin de semaine. J'invite les gens à surveiller ça parce que bons matchs impliquant des très bonnes joueuses qui vont assurément continuer de nous épater au niveau universitaire plus tard, puis peut-être plus encore. Donc, profitez-en, commencez à vous habituer à regarder ces joueuses-là aller. Léa McIntyre. Oui, vas-y. Juste, j'invite les gens à venir samedi soir contre John Abbott. Chez nous, à Westmount, c'est notre match en rose. Tous les profits des billets vont à la Fondation pour le cancer du sein. Donc, si vous voulez vous déplacer, venir pour une bonne cause, on va être content de vous voir. Puis habillez-vous en rose, là, c'est comme un show de Taylor Swift. Puis Léa, on sait que tu aimes ça. Oui. Excellent. Fait que, gros merci, Léa. Bonne semaine. Puis garde, profite-en bien. On se reparle la semaine prochaine. Yes, bonne semaine à toi. Salut. OK, collégial masculin avec mes invités de toujours, Tristan Mac, Denzel Carigueya. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Une autre belle fin de semaine. Tristan, lui, est allé se promener sur les routes américaines. Oui. Pendant qu'André Laurando est en pause. Il est en pause de son calendrier officiel. Exact. Raconte-nous donc vite en termes d'introduction, qu'est-ce que vous êtes allé faire là? Ben, dans le fond, c'était une espèce de showcase qu'on appelle là, une espèce de tournoi d'exhibition pour mettre en vitrine certains joueurs devant des recruteurs et autres. Et l'équipe a joué là, du côté de South Kent, donc dans l'État du Connecticut. Et juste pour vous dire combien South Kent, c'est assez particulier. Puis d'ailleurs, j'ai mis une vidéo là, sur mes médias sociaux. L'aréna se retrouve dans une espèce de montagne remplie de feuilles un peu partout. Un club de golf se trouve là. Il y a l'école de South Kent qui est là d'ailleurs, qui est un prep school. Puis bon, c'était assez particulier comme environnement, des routes de campagne assez rondes partout, là, assez pour en avoir des mots de cœur dans l'autobus.
Puis, fait que c'est ça. Donc, l'équipe a joué 3 matchs. Le premier a été une défaite 2-1 contre Northwood, qui est quand même une des très bonnes équipes prep school aux États-Unis. Un match serré. Première période que l'équipe aurait voulu revoir, mais en même temps, les circonstances de la route ont fait en sorte que certains gars n'étaient pas dans un bon état en début de match, disons-le comme ça. Le lendemain, c'était contre South Kent. Première période difficile. Les deux autres périodes étaient très bonnes. Puis, ça s'est fini 4-0, score qui n'est pas représentatif du match, selon moi. Là. Puis, puis la troisième partie, donc dimanche, c'était contre Little Caesars, une équipe de Détroit. D'ailleurs, un certain Cleary se retrouve dans cette équipe-là. J'ai l'impression que c'est le fils de Dan Cleary, ancien joueur des Red Wings de Détroit. Je n'ai pas fait mes vérifications à ce niveau-là, mais j'ai peut-être cette impression-là. Mais il y a plusieurs joueurs qui sont dans la Ligue nationale, qui sont passés dans la Ligue nationale, qui sont passés à travers via cette organisation-là. Il n'y a pas de Gianta qui est passé là, d'ailleurs, ou Si je ne me trompe pas, oui. Donc, c'est ça. Donc, une défaite 5-4 en fusillade, puis beaucoup d'opportunités de manquer pour le Boomerang en termes de chances de qualité. Là. Beaucoup de tirs de l'enclave, mais manque de finition. Disons-le comme ça là, pour les 3 matchs. Mais ceci dit, une très bonne expérience pour les gars parce qu'ils jouent contre des joueurs qui pourraient avoir des engagements universitaires au niveau de la NCAA. Donc, ça donne une certaine idée de ce qui les attend, de ce qui pourrait les attendre, ou du moins d'un autre calibre en Amérique du Nord. Et ce qui est intéressant aussi, bon, c'est au niveau du talent brut, parce que veut pas, dans d'autres circuits, on va le voir, qui sont considérés tiers 1, comme les prep schools aux États-Unis. Ces prep schools-là sont considérés des tiers 1, tandis que le collégial D1 au Québec est considéré comme étant un tiers 2. Donc, souvent, c'est le talent brut qui va faire la différence. Mais ceci dit, on joue un match André Laurando contre Northwood ou Saint-Laurent contre Northwood au mois de février. Le pointage sera probablement différent selon l'allure des saisons des équipes ou autres. Donc, souvent, c'est manque de finition ou des trucs comme ça, mais ça n'enlève absolument rien au talent des joueurs. Là. Les joueurs du collégial sont en mesure de faire face à la compétition contre les prep schools américains. Là. Bon, excellent. Donc, une belle expérience pour la gang d'André Laurando. En même temps, une visite aussi là, pour aller voir un match des Bobcats de Quinnipiac au niveau NCAA D1. L'ambiance des matchs de la NCAA au hockey, c'est absolument formidable. Meneuse de claques, fanfare, la section étudiante, etc. À chaque fois que je vais voir un match de la NCAA, ça me met complètement à l'envers de voir combien les budgets, combien les ressources et autres sont complètement de plus haut niveau, ou du moins, ils ont plus les moyens de se payer ça comparativement au Québec. C'est absolument phénoménal ce qui se fait là, chez nos voisins du Sud à ce niveau-là. C'est un autre modèle d'affaires complètement. Oui, absolument. C'est pas le gouvernement qui paye pour tout ça. Fait que, évidemment, qu'il y a quelque part, ça change la donne un peu. Ce qui étant dit, très content que vous ayez passé une bonne fin de semaine là-bas. Pendant ce temps, passé des bonnes choses, notamment pour nos Nordiques de Lionel Groulx, qui ont connu une grosse fin de semaine. D'abord, une victoire de 3-1 contre Saint-Hyacinthe. Tous les buts du match en troisième période. Puis après ça, une victoire de 9-4 contre Champlain-Lennox. Un match à la fois. Denzel, écoute, je te laisse me parler soit d'un match à la fois, des deux en même temps, de tout ce que tu as vu. Parce que, franchement, on a vu des grosses performances de la part des joueurs des Nordiques en fin de semaine qui ont enfin explosé. Exactement, 2 victoires pour les Nordiques ce week-end. On sait que les Nordiques avaient connu un début de match, pas un début de match, mais un début de saison assez difficile. On s'attendait à beaucoup plus de la formation en provenance du collège de Lionel Groulx. Mais cette fin de semaine, je pense que tout ce qu'on attendait des Nordiques, c'est vraiment retranscrit sur ce qu'on a vu sur la surface glacée. On a vu des performances étincelantes de Benjamin Brassard, qui
est en mesure de sortir du match de 9-4 avec 5 buts et une passe. Gabriel Torres, 5 passes et 1 but. Donc, du côté des Nordiques, on peut toujours s'appuyer sur nos joueurs qui font la différence. Puis par la suite, on peut aussi s'appuyer sur des gardiens qui font très, très bien. Je pense notamment à Rémi Cloutier qui, dans ses 2 dernières sorties, il est sorti de ces matchs-là avec 2 victoires. Il sort de ces matchs-là avec une grosse empreinte sur ces résultats-là parce que défensivement, on avait de la difficulté du côté des Nordiques. Mais quand on a un Rémi Cloutier en face du filet, on sent qu'on est en confiance du côté de la formation de Charles Dupéré. Puis en plus de ça, on a des joueurs de profondeur qui sont en mesure de s'inscrire à la marque aussi. On pense à des joueurs comme Jérémy Leduc qui ont inscrit 7 points à leurs 5 derniers matchs. Aussi Jacob Hamel qui a 5 points à ses 5 derniers matchs. Donc, tous les éléments sont en place là, du côté de Lionel Groulx pour en fait être en mesure de consolider sur une victoire. Lors de la première victoire de la saison, on n'avait pas été en mesure de retranscrire le trou sur le 2e match consécutif. Mais là, de le faire pendant 2 matchs de suite, je pense qu'on va partir sur une bonne lancée du côté de Lionel Groulx qui a quand même 3 victoires à leurs 5 dernières rencontres. Exact. Tristan, qu'en as-tu retenu? Enfin, pour les Nordiques. Oui, c'est clairement le mot. On peut dire ça, enfin, pour les Nordiques. Une très bonne performance. Théoret, Brassard et Thériault, là, je pense que Charles Dupéré se doit d'être satisfait de voir que ces 3 meneurs à l'attaque aient mis les bouchées doubles et aient justement augmenté leur nombre de points, leur production. Je pense que ça va faire du bien pour les Nordiques et je pense que maintenant, les choses et la fondation sont mises en place du côté des Nordiques. Maintenant, il faudra, jouer de manière constante. Ça va être ça, le principal défi des Nordiques du collège Lionel Groulx. Aller chercher de la constance au niveau des performances. On ne parle pas de marquer 9 buts à tous les matchs, là, parce qu'on va se dire que marquer 9 buts ça, à chaque match, ça serait trop demandé, là. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire, en sens où est-ce qu'il faudra aller chercher de la constance, une bonne production offensive et faire en sorte qu'il y ait une progression. Mais c'est ça. Mais je suis content pour Charles Dupéré et son équipe qu'il y ait une progression qui se soit installée parce que il n'aurait pas fallu que la disette de début de saison se poursuive pour cette formation-là. Non, vraiment. Puis je pense que, vous l'avez dit, il y a oui, de la qualité qui s'est faite au niveau offensif. Je pense que Denzel, tu mets le point sur quelque chose d'intéressant parce que l'offensive, on se doutait bien que ça allait finir par se placer. Là, il restait à aller chercher cette constance-là pour voir si on était capable là, de régulièrement marquer. Mais est-ce qu'on peut avoir des performances défensives un petit peu plus solides? On reste quand même une équipe qui a donné 40 buts depuis le début de l'année. Bon, on en a encore des 5 là, dans les 2 matchs de la fin de semaine, mais en marquant 12, évidemment, c'est mis du bon bord. Mais si on tourne autour de ça, de donner en moyenne 2-3 buts par match du côté de Lionel Groulx, puis que l'attaque se met à marcher, je pense qu'on va se positionner comme on est supposé se positionner. Donc, à suivre pour eux autres. Mais bon, très bonne nouvelle pour le groupe. Bon, si il y a une équipe qui a gagné 9-4, c'est qu'il y en a une qui a perdu 9-4. Et en plus, ça, c'est Champlain-Lennoxville, qui avait un début de saison qu'on trouvait très appréciable, que c'était solide jusqu'à maintenant. Mais bon, perdre 9-4, mais ils ont aussi perdu 5-2 en fin de semaine contre les puissants. Je vais les appeler maintenant puissants, Lyon de Champlain-Saint-Laurent, parce que c'est une équipe qui est extrêmement solide. Puis tu parles de Constance, Tristan, là. Ça, c'est une équipe qui a amorcé sa saison et qui est déjà constante, on dirait, dans son effort, constante dans ses résultats. Ils ont, évidemment, en vertu du fait que les Filons de Thetford n'ont pas joué, ils ont pris le premier rang du classement général avec cette victoire-là. Mais Champlain-Saint-Laurent, encore une belle performance. Puis cette fois-ci, c'est Mathis Lapointe avec 2 buts, une passe. Mm-hmm. À Champlain-Saint-Laurent, on a plusieurs personnes qui contribuent à chaque fois. On sent que c'est un élément collectif là-bas. Absolument. Puis des joueurs qui mènent cette équipe-là, là, Benjamin Chabot, déjà 21 points en 8 matchs. Là. Oui. Puis ça, on parle d'une moyenne de points par match de 2,625. Ce n'est pas peu dire. C'est un excellent joueur. Puis un autre joueur qui est en train de produire,
du côté de Champlain-Saint-Laurent. Et je suis content pour lui que le début de saison se passe bien. Et j'en avais parlé d'ailleurs en préambule de saison. C'est Maverick Dalil. Il a 5 buts en 8 matchs depuis le début de la saison. Il ne faut pas l'oublier. Il a eu une sévère blessure l'année passée. Ça l'avait empêché de jouer sa première année de hockey junior au collégial. Et là, cette année, il est en train de connaître un bon début de saison. Puis, ça montre à quel point il faut laisser le temps aux jeunes de se développer. Maverick Dalil en est une preuve actuellement. L'année passée, il aurait connu une bonne saison, ceci dit, là. Mais là, cette année, il est en train de montrer qu'il va pouvoir être en mesure de faire le travail au niveau de la Ligue de hockey collégial Division 1 là, chez les hommes. Et il n'est pas le seul là, du côté de Saint-Laurent qui connaît une deuxième saison en collégial encore plus étincelante qu'il avait connue là, durant la première année. Je pense à un joueur comme le gardien de but Simon Boucher. Du côté de Saint-Laurent, on accorde très peu de buts. Oui, cette fin de semaine, c'est Thomas Laferrière, le gardien, qui a remporté la victoire face à Lennoxville. Mais du côté de Saint-Laurent, on a seulement accordé 24 buts dans ses 8 premiers matchs. On a 6 victoires qui, oui, sont vraiment à saveur offensive, mais je pense qu'il faut donner du crédit à cette défensive de Saint-Laurent qui est très, très bien rodée. On a des vétérans en William Quentin-Bolduc qui font très bien, qui sont en mesure de vraiment bien gérer les occasions qu'on donne à l'adversaire. C'est des chances qui sont très limitées quand on joue face à Saint-Laurent. Puis la pression qu'on applique, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis de voir encore connaître du succès ce week-end, je pense qu'on peut l'admettre que Saint-Laurent connaît un excellent début de saison. Et quand on regarde la fiche personnelle de Benjamin Chabot, c'est au moins 2 points dans 6 de ses 8 premiers matchs au niveau collégial. T'as 3 de ses 8 matchs où est-ce qu'il a produit au-delà de 3 points. Ça, c'est seulement son année 1 au niveau collégial, là. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va vouloir faire. Va-t-il vouloir monter à un autre niveau au Québec ou voudra-t-il poursuivre vers les voies des rangs, la voie des rangs américains? Ça reste à suivre dans son cas. Ce n'est que sa première portion de première année. Mais une chose est certaine, il va être parmi les noms à la fin de la saison qui seront en liste pour, disons-le comme ça, il n'y a pas de trophée officiel dans la Ligue collégiale, mais pour le titre du Calder de recrue de l'année dans la Ligue de hockey collégial masculin des 1, disons-le comme ça. Là. Oui, il est bien parti, en effet, si on regarde ça comme ça. Un autre match que Denzel, évidemment, a assurément surveillé de très près. La victoire des Rebelles de Sorel-Tracy, 7-4, mais 8 buts dans la seule première période. Quel début de match! Je ne sais pas comment le qualifier, abracadabrant, ou écoute, les buts, un en arrière de l'autre dès le début, dans les premières minutes. Puis, veut pas, oui, il y a eu des grosses performances quand ça finit 7-4, mais le but de Donovan Côté qui mettait le match à 2-1, la montée à partir de sa zone, où il est allé tout simplement passer par la droite, déjouer, c'était même pas déjouer, c'était battre de vitesse tout le monde, faire le tour, aller déjouer le gardien après, mettre ça 2-1, on dirait que ça a enclenché autre chose, puis à partir de là, Sorel a pu regarder derrière, mais franchement, une grosse performance, encore une fois, des Rebelles quand même, une équipe là, qui maintient son niveau de performance. Oui, du côté de Sorel-Tracy, on est sur un rythme effréné en ce moment. On a 19 buts marqués en nos 3 derniers matchs. De ces 3 derniers matchs, c'est 3 victoires. Puis face à l'Outaouais, qu'est-ce qu'on a vu dans leurs 2 derniers matchs avant d'affronter l'Outaouais? Ça s'est retranscrit là, dans ce début de match. On les a vu inscrire 3 buts sur leurs 4 premiers tirs. On a chassé de la rencontre Olivier Brideau. Puis par la suite, eh bien, c'est les gros canons de Sorel-Tracy qui ont pris les choses en main. On a beaucoup parlé sur le podcast de la façon dont Léo Saint-Michel et Hugo Vézina-Fusé vont avoir un impact sur cette formation-là. Mais comme tu l'as mentionné, Donovan Côté, qui en ce moment connaît de très beaux moments, tout comme son coéquipier Charles-Étienne Lamy, ces 2 joueurs qui ont connu beaucoup de succès dans ces 3 dernières victoires là, du côté de Sorel-Tracy. Puis on a une équipe qui arrive à maturité. Je pense que c'est normal de voir une équipe des Rebelles connaître du succès dans ce début de campagne 2023-2024. De la manière dont ils se sont comportés face à l'Outaouais, je pense que c'est une équipe qui va être encore plus difficile à affronter qu'on le pense. On a une défensive qui limite très, très peu de chances de marquer à l'adversaire.
Avant leurs 2 derniers matchs, on avait seulement accordé 10 buts dans nos 5 précédentes rencontres. Donc, on bâtit sur quelque chose de solide à Sorel-Tracy. Puis, devant le filet aussi, un Justin Roux qui, dans ses 5 premières sorties au collégial, il a 4 victoires. Je pense que du côté des Rebelles, on a des joueurs qui font la différence en ce moment. Puis, on ne s'appuie pas nécessairement sur des joueurs qui ont beaucoup de vécu au niveau dans la ligue collégiale. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. On a des joueurs qui peuvent marquer sur chacun de nos trios. On l'a vu durant ce match face à l'Outaouais. On a vu Saint-Michel faire des points. On a vu Villeneuve-Fusée s'inscrire aussi à la marque. Mais c'est des joueurs de profondeur, des joueurs comme Mathieu Gosselin, Jules Lampron, des recrues qui amènent cette équipe de Sorel-Tracy à jouer à un autre niveau. Donc, je pense que ça va être une équipe à surveiller. Ils vont avoir un calendrier qui va cependant être plus corsé dans les semaines à venir. Mais du côté de Sorel-Tracy, on joue très, très bien là, dans les derniers moments. Tristan, tu as des choses à ajouter sur cette performance? Moi, je me pose la question de est-ce que Denzel a eu de la voix après la première période? Donc, ça, c'est quelque chose que même moi, là, après cette première période-là, j'avais besoin d'un petit jus là, pour me redonner un peu de voix. C'est ça, un peu de miel. Mais bref, mais c'est ça. Mais quand on regarde le sommaire de ce match, 2 buts en 3 occasions en avantage numérique pour les Griffons. Puis quand on regarde les statistiques de la Ligue, les Griffons sont situés au 4e rang au niveau de l'avantage numérique, 32%. Et ceux qui sont en avant des Griffons, et ça me surprend quand même, c'est les Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont un pourcentage de réussite de 33% en jeu de puissance. Je suis quand même assez étonné de voir ces chiffres-là, mais pas étonné pour les Griffons, mais étonné pour les Gaillards qui quand même connaissent un début de saison intéressant tout de même, là. Malgré des défaites, là, ils ont eu des matchs serrés depuis le début de la saison. Puis j'ai hâte de voir la suite pour les Gaillards parce que ça va être le type d'équipe que les équipes qui seront en haut de classement ne devront pas considérer comme ces matchs-là, ça va être une balade dans le parc ou autre. Ça va plutôt être une garde à tranchée contre une équipe qui voudra peut-être nous piéger. Donc, je pense que c'est quand même très intéressant d'avoir les Gaillards obtenir un bon début de saison dans ce type de situation malgré leurs 6 défaites. Là. Ben, les Gaillards, je pense que leur problème, c'est en défensive. Là, on accorde beaucoup de buts. Exact. Mais tu le dis, c'est intéressant. Des équipes comme ça ont souvent des objectifs à court terme. Restent beaucoup dans le moment présent parce que ça ne sert à rien de revoir la montagne ou quoi que ce soit. Donc, on n'invente rien. Je n'ai même pas besoin d'être dans le vestiaire pour m'imaginer très bien qu'on prend jeu après jeu, match après match. Donc, finalement, au bout du compte, les Gaillards, comme tu dis, vont peut-être être en mesure d'être dangereux occasionnellement pour leurs adversaires. Un match que je nous ai gardé pour la fin. Là, Tristan, je ne sais pas si on l'a complètement perdu, mais ça n'empêche pas qu'on peut s'en parler avec Denzel pour l'instant. 9-2, Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, oui, qui avait perdu 3-1 contre Lionel Gou, mais on repris du poil de la bête pour aller remporter un match 9-2 contre les Patriotes de Saint-Laurent. On va lever notre chapeau d'abord à Saint-Hyacinthe pour cette victoire-là. 2 buts, 2 passes, Jacob Auger, 4 aides pour Olivier Beaupré et Kevin-André Blanchette, 3 buts dans le match. Donc, eux, évidemment, les vedettes offensives. Je vais vous laisser me dire ce que vous avez pensé de la performance de Saint-Hyacinthe d'abord, parce qu'après ça, je veux qu'on jase un petit peu du cas des Patriotes de Saint-Laurent. On l'avait dit, champion en titre et tout, mais bon, on embarquera sur le sujet des Patriotes après. Qu'avez-vous pensé de ça, cette grosse performance des lauréats? Honnêtement, chapeau aux lauréats qui connaissent vraiment un très bon début de saison. Plusieurs joueurs très intéressants depuis le début de l'année. Puis, il ne faut pas l'oublier, là. Xavier Cuevas-Bellil, un ancien des Patriotes du cégep de Saint-Laurent au niveau Division 2. Olivier Beaupré, sa première année collégiale, il avait joué Division 2 à Saint-Laurent. Et depuis 2 saisons maintenant, il est avec les lauréats. Donc, comme je le mentionnais en début de saison, très intéressant d'avoir des joueurs en provenance du D2 qui sont dans le D1 et qui s'installent ici. Et ça montre à quel point que Gabriel Doyon fait tout un travail avec son équipe. Là. Il amène un certain calme à cette équipe-là. Il fait en sorte que son équipe
veut gagner, veut offrir des bonnes performances. Puis je pense que les lauréats sont arrivés dans une certaine mentalité en début de saison où est-ce qu'ils se sont dit, on va être un peu désolé du terme anglais, là, je cherche le terme en français, mais les underdogs. On va arriver avec ce type de mentalité-là. On va arriver avec la mentalité on va vouloir surprendre différentes équipes parce que cette équipe-là est paritaire, parce que cette ligue est paritaire et parce que si on met nos bottes de travail, on peut battre n'importe quelle équipe dans la ligue collégiale. Puis je pense que c'est ça que les lauréats sont en train de nous prouver actuellement. Puis ils ont une très belle équipe. Puis honnêtement, il ne faudra plus être surpris de m'entendre donner des prédictions en faveur des lauréats d'ici la fin de l'année. J'ai envie de dire la même chose que Tristan. Je pense qu'après l'année que les lauréats avaient connue l'année passée, on avait amené pratiquement un effectif à 9 là, du côté de Saint-Hyacinthe lors de la campagne 2022-2023. On arrive avec un nouvel entraîneur, des joueurs qui proviennent d'un peu partout. Puis à partir de cela, on est en mesure d'aller chercher des résultats rapidement. Je pense que c'est une équipe qu'on s'attendait qu'elle allait connaître un peu plus de déboires en début de saison. Mais en ce moment, de les voir battre des équipes qui en sont non pas à leur début dans le collégial, mais qui connaissent beaucoup de succès dans les dernières années, comme les Patriotes. Je pense que c'est très bon signe pour les lauréats. Il faut leur donner énormément de crédit. Puis, on a accepté de jouer d'une manière, puis en ce moment, ça fonctionne énormément. C'est sûr que du côté des Patriotes, on se trouve dans ce match où est-ce qu'on perd par 9 buts. Ça va pas très bien du côté de Saint-Laurent. Mais je pense qu'il faut aussi donner énormément de crédit là, à Saint-Hyacinthe qui, dans ce match, a vraiment laissé rien au hasard. On a des joueurs qui, l'année passée, avaient beaucoup moins de temps de jeu, inscrivaient beaucoup moins de points, mais qui en ce moment sont en train de vraiment prendre cette année 2 dans l'uniforme des lauréats, puis de se plaire à jouer avec Saint-Hyacinthe. Donc, je pense qu'il faut donner énormément de crédit à l'organisation des lauréats dans ce début de saison. C'est intéressant de voir les lauréats. Il y a 2 matchs cette année parmi leurs victoires. Oui, il y a l'explosion de 9 buts là, mais il y a eu une autre fois où on a marqué 7 buts aussi. Donc, c'est la preuve que c'est une équipe que si on ne les tient pas serrés, sont capables de nous faire très mal. Donc, on alterne victoire-défaite à peu près depuis le début de l'année là, avec Saint-Hyacinthe. C'est une équipe que si c'est réussi justement à établir un rythme à un moment donné qui fait en sorte que peuvent coller quelques victoires, on ne sait jamais la confiance que ça peut faire, surtout quand on voit justement, quand on sait qu'on est capable de marquer beaucoup de buts contre certaines bonnes équipes. Donc, ça va être à suivre de ce côté-là, franchement, effectivement, du bon travail. Par contre, je vais aller à l'inverse. On parlait des champions en titre, les Patriotes. On en a parlé à plusieurs reprises. Là, on le sait, ils sont jeunes. Il y a eu un changement de la garde de ce côté-là. Plusieurs excellents joueurs qui ont quitté. Mais le talent est là, oui. Mais à quel point une défaite de 9-2 comme ça peut ébranler justement une jeune équipe. Je sais qu'on a des vétérans quand même qui sont là, des Antoine Gagnon notamment, mais il va falloir compter sur ces vétérans-là pour essayer de s'assurer là, qu'on ne perde pas la carte trop longtemps non plus. Il y a des bons entraîneurs, il y a un bon encadrement. Là, la question pour moi ne se pose même pas. Mais à un moment donné, ça vient de l'interne, puis il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de panique là, qui s'installe. Donc, Tristan, je te laisse me dire un petit peu comment tu vois les choses de ce côté-là. D'abord, aujourd'hui, j'ai parlé avec 2 membres du personnel des Patriotes, là, Tim Archambault, l'entraîneur-chef, et le recruteur Robert Charland. C'est sûr et certain que ces 2 personnes-là ne sont pas très contentes des performances de l'équipe. Tim, en premier, il m'a dit comme quoi que c'est sûr que c'est décevant, que ce n'est pas positif, mais il est confiant que sa jeune équipe saura retrouver le chemin de la victoire. Il me disait comme quoi que son équipe travaillait par phase. Donc, des phases où est-ce qu'on va travailler, par exemple, le jeu offensif, le jeu de transition, etc., etc. Et il me disait que la première période, les lauréats avaient eu pas les lauréats, mais les Patriotes avaient eu beaucoup d'occasions de marquer. Les sorties de zone étaient efficaces. Mais actuellement, c'est peut-être mental la problématique parce qu'ils avaient connu une bonne première période et ça s'est écroulé en deuxième et en troisième période. Alors, c'est un mélange de plein de facteurs du côté de Saint-Laurent, mais Tim est confiant et son équipe est confiante que le travail va être récompensé dans les prochaines semaines, dans les prochains matchs, parce que cette équipe-là travaille très fort actuellement.
à trouver des solutions et à trouver le moyen de renouer avec la victoire. Puis peut-être que le processus avec la jeunesse est plus long que prévu, mais en même temps, quand on regarde la situation, il y a différentes équipes dans le passé. André Laurando, l'année passée, après les 10 premiers matchs, dans une équipe parmi les plus jeunes à la Ligue, 2 victoires, 8 défaites l'année passée après les 10 premiers matchs. Et l'équipe a joué avec une fiche au-delà de 600 l'année passée. Les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy l'année passée, il ne faut pas l'oublier, là, ils étaient sur une longue disette en début de saison. Ils avaient retrouvé le chemin de la victoire et ils avaient même accédé à un poste en séries éliminatoires. Alors, tu sais, c'est une longue saison, le hockey collégial, puis je pense que du côté des Patriotes, ça va se replacer tranquillement. Une chose est certaine, ils ont un bon encadrement pour offrir aux joueurs tout le nécessaire pour faire en sorte qu'ils puissent retrouver la victoire. Ça, c'est certain. C'est même pas un doute. Puis j'ai hâte de voir la suite des choses pour les Patriotes. C'est pas que c'est normal de voir une équipe jeune des Patriotes connaître un peu moins de succès dans les derniers instants qu'ils ont joué, mais je pense que du côté des Patriotes, même si on est l'équipe qui concède le plus de buts dans la Ligue, on marque quand même assez de buts, là. On peut s'appuyer sur des joueurs à l'offensive qui font bien. Oui, dans le processus, c'est dommage de perdre de cette façon-là, mais ça fait partie de l'apprentissage. On a plusieurs jeunes équipes dans la Ligue en ce moment. Je pense notamment aux Griffons du Cégep de l'Outaouais qui veut pas, aussi ont connu des matchs où est-ce qu'ils n'étaient pas présents. Du côté des Patriots, ça doit être la même chose. Puis, on doit quand même être satisfait de la manière dont on peut quand même s'appuyer sur des joueurs avec de l'expérience. Je pense qu'ils vont être encore plus importants dans cette léthargie-là qu'on a du côté de Saint-Laurent. Mais on a des joueurs de qualité sur lesquels on va pouvoir bâtir. Puis l'exemple des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, qui en début de saison n'allaient nulle part. En ce moment, ils vont très bien. Je pense que du côté de Saint-Laurent, je pense que c'est juste un instant où est-ce qu'on doit prendre le temps de remettre en question quelques éléments, mais on a le cadre pour rebondir certainement. Puis je pense pas qu'on va voir Saint-Laurent perdre de cette façon à chaque match durant le reste de l'année. Puis, non, c'est sûr qu'un 9-2 demeure une exception. Là, ça va toujours être. Là, autant de victoires qu'une défaite, des chiffres comme ceux-là restent des exceptions. Mais ça reste que Saint-Laurent, c'est 4 buts seulement dans les 3 derniers matchs. On est rendu, on était bien parti, on avait 2 victoires pour amorcer la saison. On se disait finalement la jeunesse est peut-être capable de dealer avec son arrivée dans le collégial D1. Mais là, ça fait 6 défaites consécutives. Donc, c'est certain que mentalement, et là, peu importe à quel niveau on joue, là, dans la Ligue nationale, c'est la même chose. Quand ça fait 6 défaites consécutives, les questions se mettent à se poser. Certains se regardent dans le miroir, d'autres se regardent trop le nombril, ne voient plus les solutions collectives, essayent d'avoir les solutions individuelles. Donc, il y a un peu de tout. Là, essayer de replacer ça, c'est jamais évident. Ceci dit, c'est mieux que ça arrive en début de saison qu'au milieu ou à la fin. Donc, en ce sens-là, la patience est de mise quand même. Exactement. Puis Tim me disait justement que son équipe ne sera pas la même après Noël, là, parce que son équipe va avoir progressé, son équipe va avoir mis les bouchées doubles pour faire en sorte que le système de jeu soit mieux compris par les joueurs et que tout se soit bien placé, là. Alors, je m'attends à un certain niveau de progression du côté de Saint-Laurent. D'ailleurs, ils vont jouer contre Alma et Sainte-Foy, si je ne me trompe pas, cette fin de semaine, ou seulement Alma, là. Mais je pense que ça va être une bonne occasion du côté des Janois, des Patriotes en fin de semaine, là, de se mesurer contre une équipe qui pourrait être prenable pour eux, je pense, en ce jeune début de saison. Parce que quand même, là, oui, Alma figure dans le top 5, mais je pense que les Patriotes vont être en mesure là, d'aller chercher du momentum avec ce voyage-là à Québec et à Alma. Je pense que c'est une belle occasion là, de se souder en équipe et de se donner une certaine mission d'aller chercher, s'il le faut, 3 points ou 4 pour le week-end, messieurs. C'est assurément l'objectif. Qu'est-ce que vous pensez au niveau des gardiens de but? On en a un qui joue beaucoup plus que l'autre. Souvent, au niveau collégial, on va alterner davantage que ça. Est-ce qu'il y a une raison à ça, d'après vous? Est-ce qu'il y en a un qui
simplement plus la confiance des entraîneurs. Bref, comment vous percevez cette réalité-là? Je pense qu'on a deux jeunes gardiens. Ouais. Oui, vas-y, Denzel. On a deux jeunes gardiens là, du côté des Patriotes, en Samuel Lamarche puis en Samuel Carreras. C'est deux gardiens qui proviennent du circuit M18 3A. Ils en sont à leur début dans la ligue collégiale. C'est sûr que ça va être difficile quand mentalement on encaisse autant de buts de progresser, mais on voit un Samuel Lamarche qui a joué déjà 7 matchs. Est-ce que pour lui, c'est décevant? C'est sûr qu'il aurait espéré de meilleurs débuts dans la ligue collégiale, mais ces deux gardiens qui ont été vraiment sollicités depuis le début de la saison, ils n'ont pas eu la vie facile depuis le début de la campagne. Donc, pour moi, s'il y a un élément dont on va pouvoir bâtir, c'est que ces deux gardiens-là vont s'améliorer au fil de la saison. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on peut être satisfait de la prestation des deux gardiens. Et je crois que Carreras avait eu une blessure aussi en début de saison, si je ne me trompe pas, là, Okay. parce que normalement là, je veux pas mettre de supposition ou autre, là, mais normalement, les gardiens de but s'alterneraient à 17 ans. Donc, je présume que ce serait probablement une blessure en début de saison. Mais on ne posera pas de questions à ce niveau-là. Good. Ben écoute, puis tu sais, on le dit, là, ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de pain sur la planche, on reçoit beaucoup de tirs par match. Donc, veut pas, à un moment donné, ça finit par rentrer. Il n'y a pas. Parce que si je me fie à ça, là, le gardien de but affilié, Charles Dumais, a joué un match aussi, là. Donc, je présume qu'il y a eu de quoi, là. Il y a eu de quoi à l'interne chez les gardiens de but du côté de Saint-Laurent en début de saison. Là. Fait que... Excellent. Écoutez, tu parlais des matchs qui s'en viennent pour les Patriotes. Mais on a une grosse fin de semaine quand même devant nous. Vendredi, Saint-Hyacinthe contre La Flèche. La Flèche qui était en repos en fin de semaine. On a aussi Champlain-Lennox contre André Laurando. André Laurando qui était en pause de sa ligue. Donc, deux matchs intéressants quand même vendredi soir. Je vous laisse me donner vos impressions de quoi attendre de ces deux affrontements-là de vendredi. Je m'attends à un bon match du côté de l'Arena Georges Manta entre le Boomerang et les Cougars. Je pense que ça va être un match dynamique, ça va être un match qui va se jouer au niveau des systèmes de jeu, au niveau de la rapidité. Puis je m'attends vraiment à voir un bon affrontement et aussi un bon niveau d'opposition de la part des Cougars qui ne connaissent pas un mauvais début de saison non plus, qui sont bien entraînés par Dominique Desmarais. Alors, je m'attends vraiment à ce que ce soit un très bon match. Puis, dans le cas de la Flèche Saint-Hyacinthe, je m'attends à ce que ça soit très serré, bien que le match soit à Trois-Rivières. Là, ça va peut-être être difficile pour les lauréats, mais une chose est certaine, ça va être une lourde tâche pour les deux équipes parce que les lauréats connaissent un très bon début de saison, vont vouloir continuer sur leur lancée de la victoire de 9-2 contre les Patriotes du Cégep Saint-Laurent. Et dans le cas des Dragons du Collège de la Flèche, eh bien, la formation de Vincent Dumont voudra connaître une bonne performance avant d'aller sur la route le lendemain. Et c'est une équipe qui est misée dis-je, sur des transitions rapides et sur la structure de jeu. Alors, je pense que ça va être très pertinent de suivre ce match-là parce que les lauréats jouent d'une manière très structurée depuis le début de l'année et il en est de même pour les Dragons. De mon côté, je surveille le match opposant Thetford et Lionel Groulx. Lionel Groulx qui est quand même sur séquence victorieuse. Ils vont affronter l'équipe qui connaît le plus le succès en les filons de Thetford. Thetford qui va aussi affronter Sorel Tracy le lendemain. Sorel Tracy qui va très bien. Donc, fin de semaine qui va être assez chargée là, du côté des filons. Est-ce qu'on aura droit à la première défaite en temps régulier des filons? Ça restera à voir, mais je suis sûr que ça va être très difficile d'aller remporter un match au Colisée Cardin face à une équipe des Rebelles qui, offensivement, en ce moment, ils produisent plus que 6 buts dans leurs 3 derniers matchs. Donc, pour moi, les Rebelles vont être une équipe qui pourrait aller amasser des points face à Thetford ce week-end, la manière dont ils se comportent. Donc, gros test pour la formation de Martin Bernon ce week-end. Il va y avoir un très bon match aussi là, entre le Boomerang et les lauréats dimanche. Là.
C'est deux équipes aussi qui offrent des très bonnes prestations depuis le début de l'année. Donc, je pense que vraiment, chaque match de la fin de semaine du côté du hockey collégial est intéressant pour de différentes raisons d'un match à l'autre. Absolument, absolument. Puis moi, tu mentionnais justement Lionel Groulx à Thetford. Je pense que justement, c'est intéressant pour Lionel Groulx d'arriver avec confiance à Thetford parce que effectivement, ce ne sera pas facile. Mais si tu arrives là avec la tête entre les deux jambes, ça devient pratiquement mission impossible. Tandis que là, ils arrivent la tête haute, ils savent qu'ils sont capables d'offrir des bonnes performances. Donc, ça va être très intéressant. Tu mentionnais tout à l'heure Saint-Laurent. Saint-Laurent, je le disais, quand ils reçoivent Champlain-Lennox, mais après ça, s'en vont à Alma. Alma aussi n'a pas joué, mais Alma, début de saison très, très, très intéressant. Donc, ça va être effectivement du hockey à surveiller un peu partout dans la province en fin de semaine. Donc, évidemment, je vous invite à aller regarder ça sur place ou RSEQ.direct, évidemment, pour regarder un petit peu partout. Choisir un match qui vous tente, à la limite, switcher d'un match à un autre, pas de problème avec ça. Et écoutez Denzel, peut-être, justement, alors que Outaouais va recevoir la flèche. Samedi soir, en même temps, là, vous regardez les Canadiens, mais pas de son. Puis vous regardez Denzel, vous écoutez Denzel décrire son match contre la flèche. Messieurs, je vous remercie infiniment encore une fois. Une bonne analyse. Je pense qu'on a fait un bon tour de la situation du hockey collégial et on reparle de tout ça la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. Salut.